Voilà, et je suis donc très heureux d'être pour la première fois dans ce bâtiment et vais vous parler en tant que Suisse, d'un autre Suisse mais devenu français. Moi j'étais français, je suis devenu Suisse, qui a eu une trajectoire assez intéressante, pas uniquement positive si j'ose dire, vous le verrez. Donc Gustave Roussy. Et le livre qu'on a publié avec Laurent Tatu, qui est professeur de neurologie à l'Université de Franche-Comté, avec lequel on a fait pas mal de travaux historiques, en partie sur Charcot, mais aussi sur l'hystérie, sur Blaise Cendrars, le syndrome du membre fantôme, enfin toute une série de choses qui ont un certain intérêt historique à côté de l'aspect médical. Donc Gustave Samuel Roussy est né en 1874. Son père, Émile Louis Roussy, était lui-même le fils de Pierre Samuel Roussy, qui a été le premier associé de Henri Nestlé. Vous connaissez le nom de Nestlé, pas toujours totalement en dehors du sulfureux d'ailleurs récemment. Mais enfin, c'est une des grandes multinationales mondiales et ça a été fondé, je vous ferai pas l'historique, mais un petit rappel tout à l'heure, par Henri Nestlé au début de la deuxième moitié du 19e siècle. Gustave était donc le petit-fils de ce fondateur ou cofondateur de Nestlé, troisième d'une fratrie de 4, mais en fait d'une famille huguenote, donc qui ont émigré à l'époque de la révocation de l'édit de Nantes et se sont installés comme beaucoup de protestants dans la région de ce qu'on appelle la Riviera, c'est-à-dire autour du lac Léman, notamment établis à La Tour de Paix, près de Vevey et de Montreux. Gustave a fait sa scolarité à Lausanne, au gymnase La Cité, où moi-même et mon fils, nous avons aussi fait notre baccalauréat une centaine d'années plus tard. Et il a passé ensuite à la faculté de médecine de Genève avant d'émigrer à Paris pour la suite de sa carrière. Ici, vous avez quelques photos. Oui. Ah oui, ça. Merci. Il y a quelques photos qui viennent de la collection privée de l'arrière petite nièce de Roussy, qui nous a donné ces photos tout à fait inédites de Roussy à l'époque où il allait commencer ses études secondaires et de médecine. Ici, vous avez la famille Roussy avec le patriarche, enfin le deuxième patriarche, le père de Roussy, assis à gauche. Juste au-dessus de lui, c'est Auguste, qui deviendra son successeur chez Nestlé. Et vous avez Gustave, qui est le barbu deuxième depuis la droite derrière, juste à côté de sa sœur, qui était la grand-mère de la personne qui nous a donné les photos que je vous ai présentées. Donc c'était une famille de notables déjà à l'époque, puisque c'était le père du monsieur qui est assis à gauche qui avait acheté les parts de Nestlé, et ils ont fait construire une maison assez luxueuse, si l'on peut dire, à la Tour de Paix, qui s'appelle l'Abec. Et là, vous avez l'impression que c'est déjà pas mal, mais en fait, ça, c'est seulement la maison pour le petit personnel. Et c'était voilà la villa, et vous voyez sur la droite au fond la maison du personnel. Nestlé était un Allemand, en fait, un Swab de Francfort, qui était pharmacien, si on peut dire, tel qu'on le voyait à l'époque, et qui a créé la farine lactée Nestlé, qui est devenue vraiment célèbre en 1866, avec toujours le logo que vous voyez ici, qui est utilisé encore de nos jours, Nestlé étant en Swab voulant dire petit nid. Et sur la gauche, vous avez l'actuel headquarters de Nestlé
mondiale qui est au bord du lac à Vevey. Donc Pierre Samuel, qui était le grand-père de Gustave, a été un des 3 acheteurs des parts de Nestlé en 1875, Nestlé voulant se retirer. Et le fils de Pierre Samuel est devenu le président du conseil d'administration depuis le début du XXe siècle, à travers la guerre, jusqu'à ce que son fils Auguste, donc le frère de Gustave, lui succède en 1920. Et le dynamisme de cette entreprise a été notamment lié au fait que le principal concurrent, qui était le Anglo-Swiss Condensed Milk à Zug, a fusionné sous la houlette de Nestlé. Et c'est devenu, en tout cas à l'époque, un vrai monopole sur le plan de ce lait condensé, du lait en poudre en fait, de Nestlé. Et Gustave, donc le frère d'Auguste, était par la force des choses héritier, un des héritiers actionnaires, et deviendra à ce titre la première fortune de France après qu'il ait émigré. Ça s'amuse à dire que qu'il ne soit pas neurologue, mais que c'est le seul neurologue de l'histoire qui était milliardaire. Et je ne sais pas s'il y en aura d'autres. À Paris, donc il a émigré en 1897. C'est lié à certains circuits médicaux. Il a habité boulevard Raspail, puis 232 boulevard Saint-Germain, ce qui était à 20 numéros d'Apollinaire. Ils se sont probablement croisés sans peut-être se reconnaître. En tout cas, on ne sait pas. Apollinaire était au 202 boulevard Saint-Germain. Il a obtenu la dispense de refaire ses examens et puis a fait un externat des hôpitaux avec des stages à différents endroits, a eu un petit rôle médical à l'exposition 1900, dont vous vous souvenez certainement que c'était Georges-Gilles de la Tourette qui était le médecin-chef de l'exposition 1900, devenu interne des hôpitaux et a fait son circuit, si on peut dire, habituel pour sa formation. Il y a quelques photos intéressantes où vous voyez ici par exemple Roussy, qui est le deuxième depuis la droite debout derrière, avec un certain nombre de collègues dont certains sont connus comme Flourens par exemple, et vous voyez celui qui est juste à la droite à la droite sur la photo de Roussy, c'est Jules Boisseau, un personnage qu'on retrouvera dans l'histoire du torpillage durant la Première Guerre mondiale. Une autre photo, vous voyez Roussy, ici tout à fait à droite, donc son look, si j'ose dire, assez caractéristique, avec était relativement petit, avec cette barbichette. Une autre photo encore avec des tenues peut-être un peu plus inhabituelles, de ses chapeaux, je ne sais pas ce qu'il faisait exactement. Donc Roussy là est encore le deuxième depuis la droite. Les maîtres, je pense que le premier qu'il faut vraiment citer, c'est Jules Desgerines, et c'est peut-être pas tout à fait par hasard, parce que Jules Desgerines, tout en étant de nationalité française, était né à Genève et a fait toutes ses études, le collège Calvin, etc. À Genève, était entre guillemets donc suisse, un peu comme Roussy, et probablement il y a dû y avoir une petite connexion liée aux origines de la Suisse romande qui les a mis en contact. Et d'ailleurs probablement la publication la plus importante de Roussy sur le plan neurologique, j'y ferai allusion dans quelques instants, était liée à sa thèse qu'il a faite avec Jules Desgerines. Ici vous avez une photo assez connue qu'on voit dans le livre de Gauclair sur Desgerines, publié après sa mort, où Desgerines fait la visite des malades avec juste derrière lui Gustave Roussy qui le suit dans ce tour de la salle. Et ici une autre photo avec Desgerines au milieu. Roussy est à droite
devant le monument à Duchesne de Boulogne à la Salpêtrière. L'autre grand maître est en fait l'ennemi juré de Desgerine, puisque, comme vous certainement le savez, après la première succession de Charcot, il y a eu l'intérim de Brissot, ensuite il y a eu la nomination de Fulgence Raymond, qui était un peu une sorte d'intermédiaire, plutôt de neutralisation, si l'on peut dire, par rapport au conflit entre les personnes. Et c'est Desgerine qui a été nommé, alors que Pierre-Marie était son rival. Et Pierre-Marie était vraiment un élève de Charcot, alors que Desgerine n'a jamais été un élève de Charcot. Il était un élève de Vulpian, qui était un ami de Charcot, mais c'est pas tout à fait la même chose. Et en fait, avec cette nomination de Desgerine, on est vraiment sorti un peu du sérail charcotien, si l'on peut dire, pour la succession. Et quand Pierre-Marie a succédé à Desgerine en 1917, quand celui-ci est mort, il a, si on peut dire, viré tout le monde, notamment Madame Desgerine, qui a dû partir en catastrophe avec armes et bagages, avec la collection des coupes, dont une partie a été cassée. Donc ça a été vraiment un conflit qui s'est perpétué. Donc c'est assez intéressant de voir que Gustave Roussy a eu comme maître deux antagonistes, si l'on peut dire, du fait que je n'ai pas vraiment d'autres exemples d'une personnalité comme celle-ci où ça se soit passé de cette façon. Ici, vous avez un petit livre que je possède encore où c'est l'éloge de Pierre-Marie à sa mort par Gustave Roussy, qui à ce moment-là était un personnage, peut-être le personnage le plus important de la médecine en France, parce qu'il était recteur de l'Académie de Paris, dédicacé à Jean Lermite, qui était un de ses grands amis de l'époque et avec lequel il avait travaillé, notamment durant la Première Guerre mondiale, sur l'aspect des cas d'hystérie et l'histoire du torpillage. Je vais aussi y venir. Jean Lermite, donc, qui était le père de François Lermite, qui a été aussi chef de service à la Salpêtrière à peu près à l'époque de Paul Castaigne, et qui était le père de l'acteur actuellement Thierry Lhermitte. L'oncle, pardon. Oui. Le troisième maître, c'est Jean Darrier, qui n'a rien à voir avec la neurologie, qui était un dermatologue. Il existe toujours une maladie de Darrier, je ne sais pas si c'est toujours utilisé sous ce terme, mais Gustave Roussy a travaillé avec lui et probablement, puisqu'il est devenu après essentiellement anatomopathologiste, en fait Gustave Roussy n'a jamais été considéré comme un vrai neurologue. Il a fait de la neurologie, mais n'a jamais été vraiment neurologue sur le plan de reconnaissance par ses pairs, mais un anatomopathologiste, et probablement c'est avec Darrier que ceci s'est surtout développé. Il a aussi travaillé au Collège de France, sous la supervision de François Franck, et c'est aussi là probablement qu'il s'est formé plus dans des aspects de biologie, qui vont déterminer ensuite son grand intérêt pour le cancer, qui pour l'instant n'apparaît pas du tout. Donc c'est quelque chose qui est venu très secondairement, et notamment après la Première Guerre mondiale. 1906-1907 a été très important dans la carrière, dans la vie, je dirais, de Roussy. Donc il a été naturalisé français en 1906. Et puis, surtout, et je pense que ça a aussi déterminé une grande partie de sa vie et de sa carrière future, il a épousé Marguerite Thompson, qui était la fille de Gaston Thompson, qui était ministre de la Marine. Bon, Roussy a porté avec lui quelque chose qui n'était pas forcément négligeable pour cette carrière, c'était beaucoup d'argent, et il était un bon parti, et certainement ça explique aussi peut-être une partie de ses rencontres et de son futur mariage. Vous voyez que les témoins n'étaient pas n'importe qui, puisque c'était deux présidents de la République, Gaston Fallières et Émile Loubet d'un côté, et c'était François Franck et Darrier
de l'autre côté. Donc c'était vraiment, déjà à cette époque-là, il était introduit dans le monde, si on peut dire, d'une façon tout à fait claire. Et c'est à peu près à cette époque qu'il a soutenu cette thèse dont je vous ai parlé, avec son directeur de thèse Dejrin, sur le syndrome thalamique. Il a présenté la couche optique, on appelait ça comme ça à l'époque, étude physiologique, anatomique et clinique, le syndrome thalamique. Et c'est quelque chose qui reste toujours d'actualité, et souvent on cite le syndrome de Dejrin-Roussy quand on parle de l'atteinte latérale du thalamus qui fait les syndromes d'hypoesthésie contralatérale. Il y a d'autres syndromes thalamiques, hein. Il y en a 4 ou 5 selon les différents territoires, mais le tableau d'hypoesthésie contralatérale à la lésion de la partie latérale du thalamus et qui correspond aux artères intermédio-latérales et ce fameux syndrome thalamique, c'était la première fois qu'il y avait vraiment une identification d'un syndrome tellement précis au niveau du thalamus, 1907. Ici, vous avez une vue de Marguerite Thompson, peinte par André Brouillet, qui est le peintre de la fameuse leçon de Charcot que Olivier Waluzinski a décrit en détail dans diverses publications. Et après ce mariage, donc, il a continué son ascension, si l'on peut dire, dans le système médical, était préparateur en anatomopathologie. Il a eu un prix, concours d'agrégation en 1910, qui a été d'ailleurs assez un peu brocardé dans la presse, dans le contexte à l'époque en France, où il y avait souvent ces élections où les lauréats étaient connus à l'avance, si l'on peut dire. Et là, dans ce concours d'agrégation, c'était Pierre-Marie qui était le chef du jury. Et il y avait, c'est vrai, peu de chances que Gustave Roussy ne soit pas nommé dans ces circonstances. Un petit peu l'inverse du syndrome Babinski qui avait été éliminé une quinzaine d'années avant, à la suite probablement d'une intrigue entre Charcot et puis... c'était 25 ans avant plutôt, entre Charcot et Bouchard, comme vous en souvenez peut-être. Et puis, il est devenu donc professeur agrégé d'anatomie pathologique en 1910 chez le professeur Maurice Le Tulle, qui était le titulaire à ce moment-là. Donc, son orientation était déjà à ce moment-là peut-être un petit peu clinique, mais surtout anatomopathologique. Une des choses qui lui a souri, c'est que à l'époque juste à cette époque, on voulait développer des centres pour les plus démunis, pour les gens qui n'avaient vraiment pas de moyens, et il y a eu l'idée de développer à Villejuif un hôpital qui s'est ensuite appelé Paul Brousse, en relation avec un politicien de l'époque, qui a finalement eu un nombre impressionnant de lits, qui a été ouvert en 1913 par Raymond Poincaré, et Gustave Roussy a été nommé le chef de cet hospice, si l'on peut dire, initialement pour les sans ressources. Et c'est assez intéressant déjà de voir que c'est d'ailleurs une chose qui a été critique à certains moments de Roussy, qu'il était intéressé par les pauvres, si on peut dire. Lui-même était très riche, mais il était intéressé pour faire de la médecine pour les démunis, pour les pauvres. Bon, après, on lui a reproché en disant que c'était par carriérisme, etc. C'est toujours facile de dire ces choses-là. Mais en fait, il a été très actif dans ce développement y compris plus tard par rapport au cancer, pour des gens qui n'avaient pas les moyens corrects de se soigner. Maintenant, on arrive à la Grande Guerre, et là, il y a un chapitre assez important, donc, où la neurologie est toujours assez présente. Roussy, médecin aide-major deuxième classe, 1912, par diverses intrigues, probablement, il évite une mobilisation trop proche du front et affecté au Val-de-Grâce.
il monte un petit peu, est de major première classe, et puis dirige le service militarisé de neurologie à l'hôpital Paul Brousse, sur lequel je vais revenir, et investit notamment dans les appareillages électriques, prise en charge qui associe chez les soldats blessés, on verra quel type, isolement, électrothérapie, rééducation motrice. Un des premiers patients, et c'est assez intéressant, on a vu que c'était vraiment, je crois que c'est le deuxième nom sur la liste des patients, depuis qu'il y avait un registre à cet hôpital de Villejuif, c'était Louis-Ferdinand Céline, qui a d'ailleurs cité, et ça je ne peux pas m'empêcher de vous lire quelque chose là-dessus, qui cite Roussy, pas sous le nom de Roussy, mais dans Le Voyage au bout de la nuit, sous les traits du professeur Bétombe. Donc ceux qui connaissent bien le Voyage au bout de la nuit, peut-être ça leur suggère quelque chose. Et Céline écrit, je ne cite pas tout, Céline écrit « Notre médecin-chef aux beaux yeux, le professeur Bétombe, avait fait installer pour nous redonner de l'âme tout un appareillage très compliqué d'engins électriques étincelants dont nous subissions les décharges périodiques, effluves qu'il prétendait toniques et qu'il fallait accepter sous peine d'expulsion. Il était fort riche, semblait-il, Bétombe. Il fallait l'être pour acheter tout ce coûteux bazar électrocuteur. Il examinait notre système nerveux avec un soin extraordinaire et nous interrogeait sur le ton d'une courtoise familiarité. Nous jouions tous en somme dans une pièce où il avait choisi, lui, Bétombe, le rôle du savant bienfaisant et profondément aimablement humain. Le tout était de s'entendre. Donc c'est très Céline, évidemment. Et vous voyez qu'après, il cite même Bétombe, donc alias Gustave Roussy, qui dit « C'est ainsi que j'entends traiter mes malades, Bardamu, par l'électricité pour le corps et pour l'esprit, par de vigoureuses doses d'éthique patriotique, par les véritables injections de la morale reconstituante. » Donc ça donne un petit paysage. En fait, Céline, qui était aussi un grand mystificateur, n'a pas été électrocuté par Roussy, parce que sa blessure était en fait une atteinte du nerf radial, et il a subi une rééducation, mais il n'y a pas eu de torpillage, si vous voulez, dont on va parler sur Céline. Mais il a vu d'autres collègues malades qui ont subi ce type de traitement. En fait, Roussy s'est vraiment intéressé au cas d'hystérie, si l'on peut dire, en tout cas de troubles fonctionnels des soldats lors de la Grande Guerre, avec des troubles variés, oscillant entre des symptômes neurologiques et mentaux, avec une description de certains nouveaux syndromes attribués à des degrés divers à des facteurs organiques, mais surtout à une mauvaise volonté du soldat qui voulait en fait pas guérir et avoir une maladie pour éviter de retourner au front. Et ça a créé d'une part une filière très particulière dans la prise en charge et aussi toute une série de controverses. Ici vous voyez l'exemple de la camptocormie, qui n'était pas vraiment décrite auparavant. Il y a eu des cas, notamment en Allemagne, qui avaient été déjà décrits durant la guerre de 70. Mais là, il y a eu une description par Souk et son élève, Madame Rozanov-Saloff, qui décrivait cette piqûre du tronc, parfois très accentuée, qui était interprétée comme soit une attitude antalgique ou un comportement particulier. Le problème était que chez ces malades, il n'y avait en général pas de lésions objectivables. Le reste du status était normal. Il n'y avait pas eu forcément de choc direct. Certains avaient été ensevelis ou avaient eu une sorte de sidération, mais c'était pas clair quelle pouvait être la correspondance organique par derrière. Et je vous rappelle qu'avant la
la guerre, Babinski avait déjà mis à mal, si l'on peut dire, pas forcément d'ailleurs de façon ni adéquate ni juste, la théorie de Charcot, en transformant en quelque sorte l'hystérie en une sorte de phénomène de suggestion très proche de l'hypnose et qui était proche d'une certaine façon de la simulation, avec l'utilisation de termes, à mon avis, absurdes, comme la simulation inconsciente, comme si une simulation pouvait être inconsciente. Enfin, c'est probablement dans ce contexte d'évolution de la pensée de Charcot, mise à mal par Babinski, qui était pourtant un de ses grands élèves, que s'est développée cette attitude durant la Première Guerre mondiale. Donc vous voyez les classifications par exemple de simulateurs, de création, de fixation. Maintenant ça nous fait un petit peu sourire si l'on peut, mais c'est quand même quelque chose de particulier. Alors vous voyez quelques exemples que nous avions pu voir, donc de films de l'époque. Ici vous avez toute une série de camptocormiques qui défilent devant vous à certains degrés divers. Vous avez d'autres cas qui visiblement pour les neurologues ici présents sont des cas très fonctionnels, faciles à découvrir, façon de marcher très particulière, qui ensuite tout disparaît quand il s'assied. Vous voyez que c'est très différent du tableau de la marche, mais si on marche comme ça, c'est clair qu'on ne peut pas retourner à la guerre. Donc, tout ça s'est développé dans un aspect de conflit d'intérêts assez multiples. Vous aviez l'intérêt des soldats. On peut comprendre qu'on peut pas faire forcément envie de retourner là où les risques sont quand même assez importants. L'intérêt du commandement militaire et puis l'intérêt des médecins, puisque des carrières se sont un petit peu développées sur la prise en charge de ces malades. Nous avons parlé d'une forme de collusion médico-militaire, un peu aux dépens des soldats et des patients, pour justement que l'attitude médicale corresponde aux visées des effectifs militaires et de renvoyer le plus possible de monde au front et ne plus avoir toute cette cohorte de troupes fonctionnelles qu'on interprétait vraiment comme un simple moyen de ne pas retourner à la guerre. Le traitement, et certains soldats l'ont appelé la torture patriotique, était d'abord lié à des formes de suggestion, de persuasion, donc une sorte de psychothérapie, mais assez tonique probablement, mais associé à divers moyens par définition qui devaient être très douloureux, et les soldats étaient censés vouloir retourner au front pour échapper en quelque sorte à un traitement qui était encore pire que les risques qu'il y aurait eu d'être au front avec des injections sous-cutanées d'éther, des corsets, etc., etc. Et l'électricité, où Roussy a développé ce qui a été appelé d'ailleurs la psychothérapie électrique, qui n'a rien à voir avec des électrochocs tels que ça a été développé par la suite. Donc c'est pas du tout des électrochocs au niveau cérébral, c'était des électrocutions avec d'abord un courant de type galvanique, donc continu, puis ensuite par impulsion, donc faradique plus fort, qui a été développé non pas par Gustave Roussy, mais par un autre neurologue, entre guillemets, qui était le fondateur de la neurochirurgie, qui était Clovis Vincent, un élève de Babinski. Je vais y revenir dans un instant. Mais pour Roussy, c'était en juin 1915 qu'il a commencé à vraiment s'intéresser avec les malades qui venaient du front à cette sorte de psychothérapie électrique, en collaborant avec Jules Boisseau, qui était le personnage que je vous ai montré tout à l'heure sur une des photos des internes de la Salpêtrière. Cette psychothérapie électrique donc avait été mise au point d'abord par Clovis Vincent avec la faradisation
tout cela dans un contexte plutôt d'une certaine théâtralisation où le patient devait être conditionné, qu'on allait lui faire un traitement spécial dans une pièce aménagée, etc. Et avec des suggestions, on lui susurrait que ça allait aller beaucoup mieux, etc. Donc un aspect entre guillemets, psychothérapie, en tout cas d'essayer de l'influencer sur le plan psychologique. Et c'est là que les soldats ont parlé de ce qui a été interprété, enfin nommé torpillage dans un deuxième temps, parce que le terme des soldats était que ça vous retourne comme une torpille. Et c'est le terme qui est encore resté actuellement. Par définition, il devait être douloureux. Si ce n'était pas douloureux, ça ne marchait pas. Et moi, je me souviens de presque la même chose quand j'ai travaillé en psychiatrie. Je me souviens des anciens infirmiers, quand on faisait les électrochocs, donc qui était autre chose, qui regrettaient qu'on fasse une anesthésie avec notamment la curarisation, parce que pour eux, il fallait qu'il y ait l'aspect moteur douloureux de l'électrochoc. Et c'était un peu, je pense, le même type de raisonnement. Ici, vous voyez une citation de Clovis Vincent assez symptomatique. Pour les avoir, il parle des patients, c'est-à-dire les soldats, il a fallu leur livrer une vraie bataille pendant 1 heure, 2 heures, parfois il a fallu s'acharner sur eux, etc., etc. Donc vous voyez que c'est vraiment un discours médical qui s'adresse à des patients de façon un peu inhabituelle, même si on est en guerre. Roussy a été un peu trimballé dans ces différents centres. C'est près de Besançon, à Salins-les-Bains, qu'il a développé vraiment sa technique avec Boisseau et 2 autres collègues, Michel Dolsnitz et Lucien Cornille, qu'il a fait venir pour l'aider. Il y avait un centre de médecine de guerre à Besançon qui était avec le médecin-chef Louis Berriel, et c'est Roussy qui lui a succédé. Mais c'est surtout dans le centre de Salins-les-Bains. Ici, vous avez une photo du staff, si l'on peut dire, avec au premier rang, au milieu, Roussy. À droite, vous avez Michel Dolsnitz et à gauche, Jules Boisseau, qui étaient vraiment les directeurs de ce qui se passait dans cet institut à Salins. Vous voyez, situé tout en haut d'une montagne, donc aussi assez impressionnant comme site, où on faisait cette psychothérapie faradique. Cette fois-ci, c'était plus du courant galvanique, parce qu'on s'était aperçu que c'était plus fort, ça faisait plus mal avec le courant par impulsion, que ceci a été développé. Ici, l'entrée on a quelques images, on n'a pas d'image des traitements, malheureusement, vous voyez, c'est dans un ancien fort, un château, donc donne l'impression plutôt d'une forteresse, presque d'une sorte de prison pour les patients qui arrivaient là. Vous voyez quelques exemples de patients. Je ne sais pas très bien pourquoi on leur a enlevé les pantalons, d'ailleurs, peut-être pour voir mieux les jambes. Enfin, c'est assez un peu humiliant aussi comme film, je dirais. Vous voyez, c'est type de cas clairement fonctionnels qui sont présentés et qui étaient la casuistique locale de Roussy. Évidemment, ceci n'a pas été forcé, même si au départ, probablement, les gens l'ont un peu accepté, mais au fur et à mesure, ça a semblé quand même assez inhumain, grotesque, peut-être aussi, malgré des résultats publiés qui est difficile de savoir s'ils étaient réels. Roussy prétendait des guérisons à 75%, point d'interrogation. Je ne sais pas si ça passerait selon nos critères actuels, ou si les gens simplement essayaient d'échapper à ce traitement. Et il y a eu des révoltes où les soldats ont refusé le traitement, donc c'était un refus d'ordre, puisque c'était le médecin-chef avec grade militaire qui ordonnait ça.
et des conseils de guerre qui finalement sont pas si mal terminés pour les soldats, qui ont quand même été condamnés, mais à des peines relativement modestes, probablement pour l'exemple, pour pas désavouer complètement. Mais disons, il y a eu quand même une forme de désaveu de ce type de médecine qui s'est installée. Ça n'a pas empêché Roussy, et ici avec son ami Jean Lhermitte, de publier un certain nombre de travaux, de livres sur ces psychonévroses de guerre et leur traitement, avec le grand défaut que finalement c'est psychose de guerre, mais c'est comme si la guerre n'intervenait pas dans la symptomatologie et que c'était uniquement une histoire entre guillemets psychologique ou justement de simulation, alors que par exemple dans la guerre de mouvement au début de 1914, il y avait tout un aspect très particulier et nouveau lié aux circonstances de la guerre, et puis ensuite dans la guerre de position c'était aussi autre chose avec ces aspects d'ensevelissement dans ces tranchées où les gens ne bougeaient pas pendant des semaines, etc. Donc le facteur guerre était mis quasiment à l'encan dans ces descriptions, alors qu'on parlait justement d'une pathologie de guerre. Cela dit, pour Roussy, on n'a mis ici ni remords ni regrets. Il a publié encore avec justement ses collaborateurs quelques traités sur ce traitement des psychonévroses de guerre, et il maintiendra toujours sa position aussi après la guerre en ce qui concerne ce type de traitement. Il a encore ouvert un dernier centre après Salins-les-Bains à la Chartreuse de Sélignac en juin 1918, mais là on était vraiment à la fin. Il est passé médecin-major de première classe, mais tout ça s'est un peu dilué dans le temps. On citera qu'il y a eu aussi un conflit avec Clovis Vincent, donc parce que Roussy s'était présenté un peu comme le successeur de Clovis Vincent. Mais Clovis Vincent l'a agressé d'ailleurs dans une session de la Société Neurologie de Paris à l'époque, en lui disant, ce qui était vrai, que lui-même n'était jamais allé au front, alors que Clovis Vincent était un des neurologues, enfin futur neurochirurgien, qui avait été médecin de bataillon au front. Donc on ne peut pas reprocher à Clovis Vincent de ne pas avoir été vraiment brave et d'aller lui-même dans les situations où les soldats ensuite ne voulaient pas retourner. Roussy a été démobilisé un peu comme tout le monde à la fin de l'été 1919. Il était toujours un médecin réputé, mais restait surtout un anatomopathologiste, donc pas vraiment un neurologue, et c'est là qu'il a développé son intérêt pour le cancer, qui n'est pas évident du tout avant. C'est un anatomopathologiste, mais probablement ces mauvaises expériences neurologiques durant la guerre, ce désaveu dont j'ai parlé, ont orienté ce passage vers le cancer. Comme vous l'avez vu probablement avec cette organisation du torpillage, Roussy était vraiment un organisateur né, et il a vu dans le cancer la possibilité aussi de développer les choses avec ses moyens qui étaient importants, à la fois comme organisateur, mais aussi évidemment comme financier derrière. Il y a un aspect mondain qu'on peut relever à cette époque-là. C'est intéressant, on a écrit un petit article là-dessus. Roussy était un cousin, arrière-cousin, éloigné par alliance de Marcel Proust. Et il a été en contact avec Proust. Et Proust, qui était une formidable entremetteuse entre médecins et malades, a envoyé Jacques Rivière, qui était le rédacteur de la Nouvelle Revue Française, juste après la guerre, le conseil d'aller voir Roussy. Rivière avait des problèmes probablement psychosomatiques, et Proust lui écrit, juste après la guerre: il est extrêmement gentil et très homme du monde, dans le sens sympathique du mot. Il a du reste de plus sérieux mérite. J'ai écrit 14 pages sur vous, ça c'est tout à fait Proust, j'ai écrit 14 pages sur vous à Roussy,
et j'espère qu'il sera gentil et efficace. Et Rivière, après quelques séances, lui répond: il a vraiment découvert avec une grande force et une grande habileté les causes profondes de mon état. Aussi ai-je pleine confiance dans les remèdes qu'il m'a donnés, et d'ailleurs qui sont d'ordre surtout moral. Donc, on voit que cette carrière se développe sur différents axes, qui sont les axes scientifiques, cliniques, d'organisation, mais aussi avec cette mouvance mondaine, probablement liée aussi à son mariage avec la fille d'un ancien ministre. Le cancer en France était était bien sûr connu, identifié, avec déjà un institut du radium en 1913 qui faisait ses premiers essais. Il y a eu une relation aussi avec les États-Unis, notamment la fondation Rockefeller. Et dans ce contexte, Roussy a voulu créer un centre anticancéreux dans ce fameux hôpital Paul Brousse de Villejuif, où il était théoriquement toujours le médecin-chef, simplement avec la pause de la guerre. Et il a obtenu la chaire d'anatomie pathologique après la retraite de son patron, Maurice Le Tulle, et en rappelant qu'il y avait des prédécesseurs particulièrement prestigieux, dont Charcot, Pierre-Marie, Vulpian, qui après était devenu dans la filière neurologique, ce qui ne sera pas le cas de Roussy, qui restera dans cette filière anatomopathologique et de la future oncologie. Cela dit, il a gardé un intérêt neurologique et a continué à publier de temps en temps des cas, et peut-être certains d'entre vous se souviennent de la dénomination de la dystasie aréflexique héréditaire de Roussy-Lévy, qui a été maintenant classée dans d'autres formes d'atteinte spino-cérébelleuse, mais qui témoigne donc de l'intérêt de Roussy, qui est resté en parallèle de temps en temps pour d'autres domaines que l'oncologie. Vous avez ici Roussy en 1927, alors qu'il est en train vraiment de monter dans cette carrière qui va vraiment déterminer l'évolution de l'oncologie en France, tout en restant parfois en association avec ses anciens collègues neurologues. Ici, vous le voyez tout à fait à droite, avec différents collègues, dont le grand au milieu et Babinski à la fin de sa vie, à la Société Neurologie de Paris. Carrière académique assez brillante, évidemment, nommé à l'Académie de médecine en 1929 et en 1939 à l'Académie des sciences, et puis doyen de la faculté de médecine entre 1933 et en 1937, recteur de l'Académie de Paris, qui était le seul médecin qui ait jamais accédé à ça, non sans certaines difficultés. Je peux vous lire quelques éléments qui déjà anticipent en quelque sorte ce qui va se passer un peu plus tard au moment de la guerre, la Deuxième Guerre. Donc on voit dans l'Action française, par exemple, naturalisé en 1906, il fut imposé comme chef de travaux à la suite d'une intrigue qu'il n'y a pas lieu d'exposer ici. Ses relations avec les politiciens de gauche ont fait de lui le protecteur né de tous les métèques juifs ou judaïsants qui lui sont recommandés. Donc il y a une critique extrêmement à l'avantage de Roussy, d'ailleurs, à ce moment-là, par rapport à son attitude d'être justement lié aux communistes pour faciliter la médecine à tout le monde et de ne pas faire de discrimination par rapport aux juifs. Et un peu plus tard, donc à l'élection comme recteur de l'Académie de Paris, on voit dans Le Temps, cette nomination paraît impossible. Monsieur le doyen, puisqu'il était doyen, est certainement un médecin éminent, mais il n'est qu'accessoirement un universitaire. Il n'est pas du tout un pédagogue. Songerait-on à placer un professeur de latin ou de mathématiques à la tête d'un service hospitalier? Un médecin, fût-il le plus éminent du monde, n'est pas un ancien élève de l'école normale supérieure ou de la Sorbonne. Il n'a pas suivi la filière de la licence, de l'agrégation ou du doctorat, S-lettres ou S-sciences. Il n'a jamais enseigné dans des établissements du second degré. Donc c'était l'attitude vraiment pour avoir quelqu'un dans la lignée à l'Académie de Paris.
Il était donc critiqué pour ses idées de gauche, qui étaient tout à fait claires, et à un certain moment on l'appelait le milliardaire communisant. Évidemment, c'est pas forcément très bienveillant mais on doit reconnaître qu'il a essayé de développer des soins pour tous, notamment les défavorisés, en association avec divers politiciens, dont Paul Vaillant-Couturier à Villejuif, avec lui-même quelques essais malheureux sur le plan politique. Il n'a jamais été couronné de succès dans ses tentatives d'être élu dans des structures politiques. Donc il s'est concentré, d'ailleurs je pense qu'il a eu tout à fait raison, sur le plan purement médical, mais à l'aide de personnages comme ici Paul Vaillant-Couturier dans un article de l'Humanité où Roussy a toujours été très bien traité, malgré le fait que ce soit un milliardaire, comme je disais. L'Institut du cancer, qui a été donc fondé finalement par Roussy, avait été discuté dès 1925, fondé en 1926 et inauguré un peu plus tard par le président de la République de l'époque, en 1930, et la section hospitalière vraiment clinique pour des malades stationnaires en 1934 par le nouveau président de la République. On voit ici quelques images de Roussy faisant un discours devant, vous voyez au premier rang Gaston Doumergue et Albert Lebrun, ici faisant visiter les locaux. Et personnage reconnu dans la presse avec diverses caricatures, ici la victoire sur le fameux crabe du cancer, avec les vues de l'époque de l'Institut du cancer. Vous voyez l'architecture très années 30, très belle d'ailleurs je trouve, de ces pavillons qui étaient vraiment en partie d'ailleurs, on va y revenir dans un instant, financés non seulement par l'État, mais par des fonds amenés par Roussy depuis la Suisse. Au moment de la Deuxième Guerre mondiale, Yvon Delbos, qui était le ministre de l'Éducation nationale au moment où ils sont partis en catastrophe vers Bordeaux, l'a enjoint de rester à son poste. Et il y a eu un redémarrage des activités sous l'occupation. Et il y a un petit texte de Robert Debré qui dit que Roussy essayait de maintenir ça en disant bon, c'est les Allemands qui sont là, donc on doit collaborer avec les Allemands. Et il y a eu ceux qui voulaient le critiquer ont ensuite critiqué cette attitude qu'il a finalement essayé de maintenir l'université telle qu'elle pouvait fonctionner, mais au dépens du fait qu'il fallait collaborer avec les Allemands. Autre coup dur pour lui, c'est la mort de son frère en 1940, avec divers problèmes justement financiers qu'il a fait faire des allers-retours avec la Suisse par rapport au devenir de Nestlé, et en parallèle, tout à son honneur, essaye de placer au CNRS des enseignants juifs qui n'avaient pas été maintenus ou qui n'avaient plus le droit d'enseigner dans d'autres structures. Finalement, il a été révoqué à la suite de toute une série d'intrigues sur lesquelles je ne pense pas que c'est très intéressant de revenir. Il a été révoqué malgré de bons contacts avec le maréchal Pétain. Il allait assez souvent, semble-t-il, manger avec lui à Vichy, mais il a été révoqué de sa fonction de recteur et d'autres fonctions officielles, avec un certain nombre d'éléments qu'on trouvait dans la presse de type « je suis partout », notamment le gendrissime, c'était l'allusion au fait qu'il était le gendre de l'ancien ministre de la Marine et qu'il aurait construit sa carrière de cette façon-là, plutocrate antifasciste, sans science, sans conscience, le lait concentré, un jeu de mots assez basique. Le petit lac de Genève était trop exigu pour un requin de cette taille. On va le renvoyer en Suisse à ses vaches à lait. Donc, et on voit aussi toute sa camelote de lait condensé. Enfin, il y a toute une série d'injures, je dirais, qui sortent à ce moment-là. Il y a un retour en grâce au moment le départ des Allemands et l'arrivée de Gaulle. Donc finalement, bien que lui aurait voulu rester,
mais il a été destitué et ça lui a été utile, entre guillemets, puisqu'il avait le prestige d'avoir été révoqué par Vichy, et il a été rétabli comme recteur de l'Académie de Paris le 20 août 1944, et a même présidé, je ne sais pas si c'était très avantageux, la commission d'épuration des enseignants dès l'automne 1944. Rentrée académique officielle aux côtés du général de Gaulle, etc., etc. Et il a repris transitoirement, malgré la limite d'âge, puisqu'il avait plus de 70 ans, la direction de l'Institut du cancer, transitoirement, mais en restant président de la fondation de l'Institut du cancer. Si vous avez quelques images de cette réhabilitation quand l'université a été rouverte après la défaite des Allemands, et qui débouche sur ce que Dr Albou a cité au départ, cette fameuse affaire assez ténébreuse, que même en ayant étudié avec Laurent Tatu des documents notamment venant de Maurice Garçon, qui était son avocat. D'ailleurs, c'est intéressant parce que Maurice Garçon était le père de la future femme de François Lhermitte. Donc on voit que tout ce microcosme n'est pas si éloigné l'un de l'autre pour les individus. Le 27 mai 1947, conseil ministériel présidé par Paul Ramadier, donc 4e République, le ministre des Finances Maurice Schumann dépose plainte auprès du garde des Sceaux, André Marie, contre Roussy et le notaire Decloux, pour deux raisons. La raison principale, je pense, c'était en effet un problème illégal, c'est-à-dire qu'il y avait eu un échange de bons du Trésor de 22 millions, ce qui était un peu des peanuts, il faut dire, pour Roussy, qui était milliardaire, mais enfin voilà, c'était quand même 22 millions, entre 22 juin et 4 juillet 1945, dans un contexte d'anonymité échappant ce qui était l'impôt de solidarité nationale. Quand il y a eu le changement des devises à ce moment-là, les passages des devises étaient soumis à un impôt de solidarité nationale pour renflouer les caisses de l'État. D'ailleurs, j'ai entendu qu'il y avait peut-être des systèmes semblables qui étaient maintenant proposés aussi en France. Et cela dit, le notaire Decloux, alors tout est de savoir est-ce que c'était connu de Roussy ou pas, ont utilisé un homme de paille espagnol qui aurait été le propriétaire de cette somme et n'était pas soumis à l'impôt de solidarité nationale puisqu'il était étranger. Et en fait, c'était un prête-nom, et ceci a été découvert et a entraîné justement le dépôt de plainte contre le notaire, mais contre le vrai propriétaire des fonds, c'est-à-dire Gustave Roussy. Et puis deuxième, ce qui me semble plus douteux, un procès-verbal de 1946 pour un transfert de 48 millions depuis la Suisse. C'est vrai que probablement, je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais c'est plutôt inhabituel d'avoir des transferts de fonds de Suisse en France. En général, c'était plutôt l'inverse, en tout cas à l'époque. Et ces 48 millions ont été transférés pendant la guerre, et certainement en partie pour renflouer les activités propres de Roussy, de maintenir l'Institut du cancer, etc. Lui a aussi prétendu pour la résistance, et on a aussi prétendu que ça a été aussi pour le Parti communiste, sans que ça puisse être prouvé, mais ceci s'est fait d'une façon cachée, clandestine, et Roussy a essayé de se défendre en disant que c'était sous l'ancien régime, si on peut dire, de Vichy, et que le nouveau régime devrait plutôt être content que ceci ait lieu pour renflouer, mais disons c'était considéré comme illégal au sens de la loi, et dans ce contexte, dès le lendemain du dépôt de plainte, il y a une perquisition puis une suspension immédiate comme recteur par le ministre de l'époque, Neglen, et Roussy a été inculpé 2 jours plus tard. Il a été pris dans une affaire vraiment tentaculaire qui le dépassait, parce qu'il y avait d'autres règlements de compte qui se sont effectués à cette occasion-là.
Visiblement, il avait donné à tort une sorte de carte blanche à ce notaire, qui ensuite aussi a été, lui, condamné. Lui-même a été assez flou dans ses réponses, et il y a eu une tentative de suicide de sa part avec des barbituriques qui a été plutôt négative, dans le sens que il s'est suicidé parce qu'il était coupable, et c'était une preuve supplémentaire de sa culpabilité. Donc on reste actuellement avec un certain nombre de points d'interrogation sur l'utilisation de ces fonds, mais c'est clair qu'il y a eu un ou plusieurs aspects d'illégalité dans ces transferts de fonds. Et de façon intéressante, on voit dans les notes de Maurice Garçon, à laquelle on a eu accès, que lui-même est fini par être convaincu d'une certaine culpabilité de Roussy. Ici, vous voyez Maître Decloux, donc le notaire certainement un peu crapuleux, avec son propre avocat, Maître Floriot. Et voici le type d'article qu'il y avait dans la presse. Le recteur Roussy, milliardaire communisant, ou des choses qui n'avaient même pas de sens, que sa fortune elle-même était couverte par le Reichskredit cassé, enfin, toute la presse s'est déchaînée contre lui à cette occasion-là, malgré tous ses autres antécédents. Donc certainement un état dépressif, harcèlement médiatique, sauf l'Humanité, qui lui est resté fidèle, donc le Parti communiste. J'ai cité le tantamène au barbiturique, et puis s'est finalement suicidé à coups de ciseaux, façon assez atroce, je dois dire, en septembre 1948. N'a pas pu être sauvé. C'est sa femme qui a entendu dans la pièce à côté des gémissements, et il a été déclaré mort peu après. Finalement, la famille Roussy était impliquée dans cette histoire au sens large. Il y a eu une transaction financière qui a réglé complètement l'affaire, avec un transfert de 35 millions. Comme je vous ai dit, ce n'était pas une grosse somme par rapport aux milliards eux-mêmes liés aux actions de Nestlé. Et puis, comme c'est souvent le cas, c'est assez fascinant, je trouve, sur un plan historique en général, la presse s'est complètement retournée. À la suite de petites discussions, les articles de presse février 49, donc Roussy était mort depuis 1 an et demi, ont commencé à circuler que finalement il était innocent, qu'il aurait dû avoir un non-lieu, que ce qu'il avait fait c'était très bien durant la guerre, qu'il avait essayé de maintenir l'université, qu'il avait fait venir des fonds pour maintenir un certain nombre d'institutions, notamment l'histoire de l'Institut du cancer. Et il y a eu des démarches pour donner le nom de Roussy à l'Institut du cancer, qui est devenu d'ailleurs l'Institut Gustave Roussy dès le 1er avril 1950, mais sans qu'aucune réhabilitation officielle ne soit jamais prononcée par les instances, si on peut dire, ni politiques, ni académiques. Et voici l'Institut tel qu'il est présenté actuellement sur le site. Donc une trajectoire d'un personnage qui n'est pas entièrement sympathique, ça c'est clair, mais comme personne ne l'est lorsqu'on a des ambitions à la fois personnelles et sociales, je dirais, mais certainement une personnalité extrêmement complexe et par certains côtés quand même attachante. Merci.